Merci pour cette introduction. Merci Hervé pour l'invitation et merci à tous les organisateurs de ce colloque. Donc, ma présentation est basée sur des entretiens que je menais entre 1900, non, 2000, 2019 et 2022. C'était à Athènes, à Kokinia, Nicaea et à Thessalonique. Donc, c'était avec des familles grecques arméniennes ou bien des représentants des familles grecques arméniennes. Et ces entretiens ont eu lieu dans le cadre des ateliers organisés par, comme tu viens de le dire, l'association Ouchamadian basée à Berlin, conjointement avec la revue Armenica qui est d'Athènes. Et durant ces rencontres, notre équipe a tenté de reconstruire la mémoire de ces familles depuis l'époque ottomane jusqu'à les premières décennies de leur installation en Grèce. Donc, en plus de l'histoire de ces familles, donc en plus de reconstruire ces micro-histoires, l'objectif de ces ateliers était d'organiser des collectes d'objets de mémoire. Autrement dit, nous avons demandé aux familles d'amener avec eux des objets personnels, par exemple des photographies anciennes, des notes, des manuscrits, des mémoires inédites, des broderies, des ustensiles en cuivre, etc. Et tous ayant appartenu à leurs ancêtres dans l'Empire ottoman. Et pendant les ateliers, notre équipe a essayé de scanner ou bien de photographier ces objets et immédiatement on les a rendus restitués aux propriétaires. Je vais donc parler uniquement d'une partie de ces micro-histoires, de ces histoires de famille qui sont déjà publiées. Donc j'ai fait juste une petite sélection de ces familles déjà publiées, des histoires de famille déjà publiées sur le site web ouchamadian.org. Il s'agit donc d'une manière générale d'une trentaine d'histoires publiées. Environ 50 ou 60 autres histoires de familles d'Arméniens de Grèce sont en cours de traitement et seront probablement publiées dans les mois prochains ou bien dans les années prochaines. Sur le site web ouchamadian.org, donc il y a plusieurs micro-histoires, pas uniquement des histoires de famille en provenance de Grèce, mais il y a également un peu de tous les coins du monde. Et généralement, oui, c'est naturellement, on trouve des points communs dans ces histoires. Par exemple, l'origine de toutes ces histoires remonte à l'Empire ottoman, où la vie familiale a été brusquement interrompue, brutalement interrompue, disons, en 1915 pendant le génocide. Et pour ces familles, ou bien pour les survivants de ces familles, s'ouvrait une période difficile. Les gens, les survivants devaient reconstruire leur vie dans un nouvel environnement, d'une manière générale dans la diaspora, souvent en exil donc, et dans des pays d'accueil, des nouveaux pays d'accueil. Mais dès qu'on entre dans les détails de ces histoires, on remarque tout de suite que chacune est unique en soi. Chaque micro-histoire a ses particularités naturellement et constitue une riche source d'informations souvent complémentaires. Et c'est en plaçant ces fragments de mémoire côte à côte qu'on peut, disons, espérer recréer d'une manière très incomplète certains aspects de la vie quotidienne des Arméniens ottomans, de leur environnement social, de leur parcours et de leur expérience de vie. Ici, dans cette présentation, je vais me donc concentrer sur les particularités des histoires familiales collectées en Grèce, donc pendant le temps qui me reste. Comme prévu, la plupart de ces familles qu'on a collectées en Grèce prennent racine dans des régions situées à l'ouest de l'Asie mineure, c'est-à-dire à l'ouest de la Turquie actuelle. Et parmi ces villes et villages d'où ces familles sont originaires, ces familles grecques arméniennes sont originaires, on trouve, je vais le citer, donc ce sont les histoires qui sont déjà publiées sur le site web, Eskişehir, Ödemiş, Cordelio, Slian, Afyonkarahisar, Bergama, Istanbul, Manisa, Gera, İzmit, Rodosto, Bursa, Silivri, Akşehir, Akhisar et Edirne. Bien que moins nombreux, d'autres descendants des familles arméniennes sont originaires des régions situées plus à l'est, c'est-à-dire leurs ancêtres viennent des provinces orientales de l'Empire ottoman, telles que Maraş, Adana, Sivas, Kayseri, Amasya, Sis ou Kozan et Kars-Pazar.
lors de mes entretiens avec ces familles, j'ai remarqué une sorte de... Là, j'ai pas le mot correct en français. Peut-être j'ai pas eu le temps de chercher le mot correct. Je vais utiliser le mot superposition de mémoire. Je ne sais pas si c'est correct, mais je m'explique. Euh, En général, lorsqu'on demande à un descendant arménien, je parle ici des familles en dehors de la Grèce, de parler de leur famille, de l'histoire de leur famille, on constate que les récits familiaux sont généralement centrés sur le génocide de 1915. Il y a également parlé de ça. Et donc, c'est un événement, bien évidemment, qui occupe une place prépondérante dans les récits familiaux, dans la mémoire collective de ces familles. Et par exemple, il est fréquent que des descendants commencent leur récit par l'étape du génocide, alors qu'en tant que chercheur ou bien en tant que personne interviewant ces personnes, on a envie ou bien on souhaite également de savoir comment ils vivaient avant le génocide. Euh, Dans le cas des Arméniens de Grèce, il est intéressant de noter que dans de nombreux récits familiaux, la date charnière est plutôt 1922. Je suppose ici que la mémoire collective grecque a eu son impact sur les Arméniens locaux, si bien que dans des récits familiaux, souvent, je ne généralise pas, hein, mais il y a eu plusieurs cas comme ça, que 1915 est souvent remplacé par 1922 comme point de rupture et de transition. Voilà. Par exemple, sur notre site web, nous avons l'histoire de la famille Minassian. Une des descendantes de, de la famille Minassian est actuellement présente dans la salle. Euh, c'est une histoire familiale qui est riche en photos et en informations. Les ancêtres de cette famille, Markar Minassian et Ayganush Minassian, sont respectivement originaires d'Afyon Karahisar et d'Adana. Avant le génocide, ils vivaient à Afyon Karahisar avec leurs 6 enfants. La famille, on sait, euh, elle a énormément souffert pendant le génocide en 1915, mais il reste, je peux le dire, que des fragments de mémoire de cette période chez les descendants de la famille. Après la Première Guerre mondiale, les survivants de la famille Minassian se sont installés à Smyrne. Et cet épisode Smyrniote, et c'est ça qui, pour cet épisode-là, est très intéressant, ou bien pour mon argument, est très intéressant. Donc cet épisode de Smyrniote, depuis son début jusqu'à l'exil de la famille en Grèce en 1922, occupe une place centrale dans le récit familial et les descendants le racontent dans tous ses détails. Euh, je donne un exemple. Lors d'un premier entretien avec un descendant de la famille Minassian, cette personne m'a confié que Serpouhi, c'est l'une des filles de Markar et de Ayganouch, avait été enlevée et portée disparue en 1922. Mais après avoir consulté d'autres membres de la famille, cette version a été corrigée. Serpouhi n'était pas présente à Smyrne et avait été séparée de la famille en 1915 lors du génocide et elle est partie ou bien elle a disparu à jamais. À mon avis, cela démontre clairement l'impact direct de la catastrophe de Smyrne, c'est-à-dire 1922, sur la mémoire familiale des Arméniens en Grèce. Grâce à la famille Minassian, et plus précisément grâce à euh, Queen Minassian qui est présente, nous avons découvert une autre histoire, cette fois-ci à propos de la ville de, ou bien des Arméniens de la ville de Gallipoli, Gelibolu, que Odette hier a mentionné dans son récit familial. Queen Minassian, dont la famille maternelle, les Palangian, est originaire de cette ville, nous a partagé cette histoire. Euh, En octobre 1922, alors que les armées grecques battaient euh, en retraite sur tous les fronts anatoliens, c'est-à-dire pendant la guerre gréco-turque, et la victoire des armées kémalistes, des armées nationalistes turques semblait inévitable. La communauté arménienne de Gallipoli préparait son évacuation vers la Grèce. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de sauver tous les trésors de l'église locale arménienne qui s'appelait Saint-Toros sur Toros. Donc,
les Arméniens se sont organisés, euh, ils ont réparti ces objets entre eux. Ensuite, ils ont embarqué à bord d'un navire et ont pris collectivement le chemin de l'exil avec comme première étape l'île de Kefalonia. Plus tard, bien, la plupart de ces réfugiés arméniens originaires de Gallipoli, ils ont été transférés ou bien ils sont partis ensemble et ils sont installés à Kokinia, à Nikaya. Ici, sur la photo d'en haut, on voit l'église Saint-Oros. Donc, c'est une photo qui a été prise en 1925, avant sa destruction définitive. C'est vers le haut, hein, c'est vers à droite de la photo. Et en bas, on voit, c'est une photo également historique, où on voit ces Arméniens, ces réfugiés arméniens de Gallipoli qui sont sur le navire, les amenant à Kefalonia, l'île de Kefalonia. Voilà. Et là, là, on voit les trésors qui ont été sauvés. Donc, c'est juste une sélection de ces trésors de l'Église. Et les objets sauvés de l'Église Saint-Oros sont restés sous la garde des familles, donc des familles qui sont venues avec les objets en Grèce. Et chaque année, lors des fêtes de fin d'année, ils étaient sortis et utilisés lors des offices à l'église arménienne Saint-Agop, cette fois-ci à Kokinia, à Nikaya. Et cette tradition a perduré jusqu'en 1956, lorsque l'Union compatriotique locale des Arméniens de Gallipoli a décidé de faire don de ces objets à l'église locale, à l'église de Kokinia. Euh, Donc, c'est comme ça, c'est ainsi que les objets de l'église Saint-Oros ont été sauvés et ont été réunis tous ensemble et ont trouvé un foyer permanent dans l'église Saint-Oros. Une bonne partie de ces objets sont encore utilisés aujourd'hui lors des services religieux, tandis que d'autres sont conservés dans des vitrines bien sécurisées dans l'une des salles adjacentes de l'église de Coquigny. Je vais juste vous raconter une anecdote, voilà, d'autres objets de l'Église. Voilà. Euh, je vais juste raconter une histoire qui a un rapport avec les trésors de l'Église Saint-Oros. Vous voyez ici un reliquaire d'or. Probablement, c'est l'objet le plus précieux qu'on trouvait dans ces objets amenés par les réfugiés arméniens avec eux en Grèce. Et cet objet également a été sauvegardé, donc a été conservé dans l'une de ces familles originaires de Gallipoli. Mais contrairement aux autres objets, lorsqu'en 1956, tous les autres objets ont été rendus ou bien restitués à l'église Saint-Agop de Coquigny, cet objet a continué à rester avec la famille parce que la famille a refusé de donner cet objet à l'église. Donc cette situation a créé une certaine tension au sein de la communauté des Arméniens originaires de Gallipoli. Et encore une fois, juste pour l'anecdote, lorsqu'on a publié cet article sur le site web Rouchamadian, parce qu'on a publié l'histoire de ce trésor de Saint-Oros sur le site web Rouchamadian, l'une des membres de cette famille, donc la famille, bien entendu, le nom n'avait pas été mentionné, mais comme ils connaissent l'histoire entre eux, donc un membre de la famille qui habitait au Canada a contacté la famille qui était en Grèce et qui continuait à conserver cet objet. Et elle a mis la pression sur la famille et finalement cet objet a été rendu à l'église et réuni à tous les autres objets. Euh, donc cet épisode, d'une manière générale, donc cet épisode des trésors de l'église Saint-Oros, illustre l'action collective des réfugiés, en anglais le agency. Il illustre leur capacité d'agir malgré une situation précaire. Et bien que l'action de sauver les trésors de l'Église puisse sembler insignifiante à un observateur étranger ou bien extérieur, elle revêt une grande importance pour les réfugiés, surtout sur le plan mémoriel. Un autre chapitre important est euh, euh, dans la mémoire des Arméniens de Grèce constitue l'orphelin.
Dans la mémoire collective des Arméniens de Grèce, tout comme les Arméniens du Liban, l'orphelin et l'orphelinat occupent une place importante dans la mémoire des familles, dans la mémoire collective. On sait qu'au début des années 1920, de nombreux orphelinats situés dans l'Empire ottoman, euh, et donc des orphelinats, des établissements accueillant ou bien abritant des rescapés, des enfants rescapés du génocide. Euh, donc ces établissements situés en Turquie, dans l'Empire ottoman à l'époque, ont été transférés notamment vers la Grèce et le Liban. Et c'était notamment des orphelinats qui étaient administrés par des missionnaires américains. Euh, euh, L'organisation la plus importante entre elles, c'était le Nearest Relief, qui dirigeait la plupart de ces orphelinats au Liban et en Grèce. Et pendant cette période, donc ces deux pays, le Liban et la Grèce, ont commencé à abriter des milliers d'orphelins. Et de nombreux ancêtres originaires des familles du Liban ou bien de Grèce, ou bien des membres de ces familles ont été hébergés dans ces établissements, dans ces orphelinats. Donc, c'est une histoire, cette fois-ci, également qu'on a collectée ici pendant les ateliers. Donc, c'est une histoire qui nous a racontée par Nounia Yeramian, et cette histoire est révélatrice à cet égard, donc, comme je dis, de l'importance de l'orphelinat dans la mémoire des familles, dans la mémoire collective. Les parents de Nounia Yeramian, Krikor et Méliné, étaient originaires de Izmit, donc Nicomédie. Dans cette histoire, je vais me concentrer sur le cas de Krikor, donc le père de Nounia. Après le génocide, Krikor et son frère Aruchun sont devenus les seuls survivants de leur famille. Ils étaient encore des enfants, donc ils ont été accueillis juste après la Première Guerre mondiale dans un orphelinat britannique à Istanbul, le Lord Mayor's Fund. Et vers la fin de l'année 1922, cet établissement a été transféré sur l'île de Corfou à Kerkira. Krikor, donc Krikor Yeramian, lui aussi a été transféré avec les autres orphelins de cet établissement britannique sur l'île de Corfou, tandis que son frère a été admis à l'époque à l'Institut ou bien à l'école Melkonian de Nicosie. C'était un établissement très moderne pour son époque qui a été fondé, ou bien qui venait juste d'être fondé par les Arméniens de la diaspora. Et à l'orphelinat de Corfou, Krikor apprend le métier de fabricant de meubles. Et par la suite, lorsqu'il quitte l'orphelinat, il ouvre sa propre fabrique de meubles à Corfou où il continue à vivre. Donc la plupart des photos que vous voyez ici, euh, ce sont des souvenirs que Krikor Yeramian a reçus d'autres orphelins arméniens de Corfou. En fait, il était coutume pour les orphelins et les orphelines, lorsqu'ils quittaient un orphelinat, d'offrir leurs photos à leurs amis orphelins ou bien aux enseignants de l'établissement. C'est ainsi que Nounia Yeramian a hérité de son père un album entier contenant des centaines de photos d'orphelins, dont la plupart sont non identifiées. Les entretiens que j'ai eus avec des familles grecques arméniennes m'ont permis de découvrir un autre épisode historique que, je l'admets, j'ignorais entièrement. En fait, en 2020, Ouchamadian, donc notre site web, a reçu un appel à candidature pour une bourse sur la violence nazie commise contre différents groupes de population, mettant l'accent sur les minorités ethniques ou sociales. Je savais vaguement qu'on trouvait des histoires en rapport avec la violence nazie dans des familles d'Arméniens de Grèce. Donc, je me suis mis en contact immédiatement avec mes collègues et mes amis de la revue Arménica pour savoir si un tel projet était réalisable chez les Arméniens de Grèce. Leur réponse était très clairement affirmative.
Donc, euh, notre projet a été sélectionné par la fondation allemande FVZ et Ouchamadian a immédiatement collaboré avec la revue Armenica pour organiser des ateliers en Grèce. Les résultats de ces recherches et entretiens qu'on a organisés entre 2021 et 2023 ouvraient un champ presque inexploré. De nombreuses familles arméniennes en Grèce ont été témoins et victimes des atrocités nazies entre 1941 et 1944, lorsque le pays, la Grèce, avait été occupé par l'Allemagne. La famine a durement frappé la population arménienne, en particulier ceux qui habitaient dans les camps de réfugiés. La plupart des Arméniens de Grèce habitaient dans des camps de réfugiés à cette époque-là. Beaucoup d'Arméniens ont été arrêtés et torturés par les autorités nazies, soupçonnés d'être membres de la résistance ou simplement suspects. L'armée d'occupation a pratiqué la punition collective, incendiant les maisons des résistants ou même des quartiers entiers où les résistants avaient été arrêtés. De nombreux Arméniens de Grèce ont été déportés en Allemagne. Certains ont été internés dans des camps de concentration, tandis que d'autres ont été contraints au travail forcé. Sur cette photo, par exemple, vous voyez un groupe de Grecs, de travailleurs forcés grecs, ils ont été photographiés juste après leur libération en 1945 et ils ont été photographiés près de Stuttgart. Et il suffit de voir les noms, vous voyez une bonne partie d'entre eux sont des Arméniens de Grèce. Euh, et dans l'autre photo, ah oui, oui. Et vous allez voir, il y a même une troisième catastrophe qui va venir plus tard. Mais bon, euh, 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 oui. Là, vous voyez ici le camp de réfugiés de Kalamata. Ça s'appelait Parapirmata. Je sais pas, ça veut dire en fait, des maisons. Barak, Barak. Ah oui, des maisons en baraque. Et donc, c'était un camp de réfugiés qui était situé à l'ouest de la ville de Kalamata. Et vous voyez sur cette page l'école, l'église du camp de réfugiés. Et à côté, vous voyez euh, des photos de groupe où on voit les élèves de ce camp de réfugiés et les enseignants. Et donc, c'était un camp de réfugiés habité majoritairement par des Arméniens de l'Empire ottoman. Et euh, donc, c'était très commun, c'était de trouver des communistes, surtout dans les camps de réfugiés. Donc, c'était plutôt des ouvriers. Et comme le Parti communiste était fortement présent sur le plan général en Grèce, donc on trouvait également des Arméniens communistes en Grèce et surtout dans les camps de réfugiés où la plupart d'entre eux étaient des ouvriers. Et parmi ces communistes, il y avait des résistants, bien sûr, pendant l'occupation allemande. Et on sait que ce camp de réfugiés a été encerclé par, par l'armée allemande en 1943, en avril 1943. Et comme punition, l'intégralité du camp a été incendiée, toutes les maisons ont été détruites et les réfugiés ou bien les Arméniens ont été déportés ailleurs. Euh, Voilà, plusieurs histoires familiales où cet épisode de la Seconde Guerre mondiale est fortement présent ont été publiées sur notre site web. Et de plus, nous avons organisé avec la revue Armenica deux expositions sur ce sujet, l'une à Athènes et l'autre à Berlin. Là, vous voyez les deux affiches des expositions. Euh, voilà, là, on peut poser des questions. Comment cet épisode historique a été longuement négligé et ignoré et comment sa mémoire a été confinée uniquement aux cercles familiaux? Comment il a été exclu de la mémoire collective, tant au niveau grec que grec-arménien?
Donc, ces questions, à mon avis, méritent un jour d'être étudiées de manière approfondie. Une chose est claire, en raison de ces omissions, de nombreux résistants grecs arméniens et ou victimes de la violence nazie ont été laissés dans l'ombre, sans reconnaissance ni voix. C'est l'histoire, par exemple, de Manuel Saboulian. Il est né à Sivas, Sébastien, au sein d'une grande famille comptant 12 frères et sœurs. Il a été l'un des rares survivants de sa famille. Après le génocide, il s'installe en Grèce en 1922 dans le quartier, dans le quartier de Doulrouti, fixe à Athènes, donc vous voyez sur la photo. Euh, C'était pratiquement un camp de réfugiés. Et son histoire, son destin bascule lorsqu'il est arrêté le 9 août 1944 lors d'une opération punitive menée par les forces allemandes et leurs collaborateurs grecs qui ont encerclé tout ce quartier de Doulrouti de Fix. Donc Manuel Saboulian, parmi tant d'autres, il a été emprisonné, torturé, et puis il est envoyé dans un camp de concentration en Allemagne où il trouve la mort le 15 mai 1945. Donc, très probablement, ce monsieur, le Manuel Saboulian, n'a jamais été membre de la résistance. Comme tant d'autres, il s'est simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ainsi qu'il a été déporté et puis tué dans un camp de concentration. Mais on connaît d'autres qui ont été des membres actifs de la résistance. Par exemple, le 28 juillet 1946, le quotidien arménien communiste Norgiank, Nouvelle Vie, a publié à Athènes les noms de plus de 60 personnes, accompagnées de brèves biographies de ces personnes, et tous ont été tués en combattant l'occupant nazi. Ces résistants étaient principalement des communistes arméniens ou des sympathisants du parti qui ont mené leur lutte principalement par l'intermédiaire de l'EAM et de l'ELAS. Nombre d'entre eux ont été tués au cours des batailles contre l'occupant nazi. D'autres ont été arrêtés et fusillés, tandis que certains ont été déportés en Allemagne, où ils ont été emprisonnés ou tués dans des camps de concentration. La majorité des résistants arméniens mentionnés dans le journal étaient des habitants de Kokinia, du quartier de Durruti Fix, ou bien de Kalamata, du camp de réfugiés de Kalamata. Et ces lieux étaient d'importants centres de résistance, et l'armée allemande, avec les forces armées grecques collaborant avec elle, les a encerclés à plusieurs reprises, et à chaque opération, des arrestations massives étaient effectuées. L'existence de ce numéro datant de 1946, donc de ce journal communiste, montre clairement qu'il y a eu des efforts pour conserver la mémoire de ces résistants. Donc c'était un journal communiste d'Athènes qui rendait hommage à la mémoire de ses camarades ou bien des sympathisants tombés sur le champ de bataille. Mais en même temps, il est important de noter que la majorité absolue des communistes arméniens ont quitté la Grèce pour immigrer en Arménie soviétique en 1946 et 1947. Beaucoup d'entre eux, et là, voilà une autre catastrophe, ont été victimes de la violence de Staline, de la violence stalinienne, et ils ont été exilés en Sibérie ou en Asie centrale. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que même en URSS, l'environnement n'était pas propice à la rédaction et surtout à la publication de leur mémoire, autrement dit à la conservation de la mémoire de cet épisode historique. Il me reste encore une minute. Ah. Donc, voilà.